Bonjour à tous, il y a beaucoup de monde, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous avancer un peu, il y a des petits coins si vous voulez vous placer un peu mieux pour voir. Je suis Célia Pénavert, je suis journaliste aux Échos et je suis ravie de vous accueillir ici. Ça fait quelques années que je fais cet événement Entrepreneur Coaching Day et c'est vraiment un événement hyper inspirant, même pour moi. Et pourtant, je ne suis pas créatrice d'entreprise. Donc, et lors de ces keynotes, on essaye justement de vous parler de ces parcours inspirants et de vous donner des conseils. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jenny Chamas, bienvenue. Merci Célia et bonjour à toutes et à tous. Alors Jenny, vous avez une entreprise de coaching, notamment pour les dirigeantes et les entrepreneurs, mais pas que. Vous avez aussi un podcast sur l'entrepreneuriat féminin. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous vous présentiez rapidement à la salle et que vous nous racontiez aussi votre parcours à vous. Oui, très bien. Alors je m'appelle Jenny Chamas, j'ai 38 ans. J'ai 2 enfants qui sont dans la salle, donc j'ai promis de les citer, donc ils sont là. Et il y a 6 ans, je suis devenue entrepreneur après une première carrière où j'étais salariée, moi, dans le secteur de la mode. Alors, pourquoi je suis devenue entrepreneur et pourquoi j'ai choisi d'accompagner les femmes leaders, c'est mon métier en tant que coaching et formation. Tout simplement, premièrement, parce que quand j'étais gamine, je rêvais d'entreprendre. Je ne sais pas d'où ça sortait, parce que je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais alors en poste en expatriation à Séoul, en Corée du Sud. Et je ne sais pas, il y a un truc qui est venu qui m'a dit, OK, c'est plus difficile quand on est une femme de croître dans sa carrière. Il y a des barrières externes, parfois internes, et j'ai envie que ma fille, elle n'ait pas à vivre ça plus tard. Et donc, c'est comme ça que j'ai changé de carrière. Et je me suis formée au coaching. J'ai fait une école de coaching. Et en parallèle du travail que j'avais alors, pendant 6 mois, j'ai commencé à travailler sur mon projet d'entreprise. Et puis, ensuite, j'ai quitté cet emploi avec une idée très claire de ce dans quoi je m'engageais. J'avais déjà commencé à coacher des personnes. Et puis, voilà, Coach Happy, le nom de mon entreprise, est né il y a maintenant 6 ans. Alors, ce qui est intéressant dans votre entreprise, c'est que vous êtes coach, mais aussi entrepreneur. Donc, en fait, ça permet d'avoir vraiment les deux visions. C'est quoi, selon vous, avec votre expérience et avec les coachings que vous menez aujourd'hui, les clés de réussite quand ici, on a beaucoup de porteurs de projets ou de gens qui sont au début de leur création d'entreprise. C'est quoi pour vous les clés de réussite? C'est à quoi il faut être vigilant dès le départ? Alors, moi, je vais parler surtout de clés de réussite d'état d'esprit, parce que c'est vraiment mon métier. Mais je dirais que la première chose, c'est d'avoir vraiment envie de faire ce qu'on va faire. C'est-à-dire que entreprendre, c'est pas facile tous les jours. Ça demande beaucoup de travail et d'abnégation. Et surtout, il n'y a pas de formule magique ou de recette pour que ça marche. Donc, voilà, il faut être passionné par son projet. La deuxième chose, et je veux vraiment le dire parce que je pense que c'est très important, l'idée, la meilleure idée, la très bonne idée, ça existe très rarement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas eu l'éclair de génie que vous ne pouvez pas entreprendre. Moi, clairement, j'ai rien inventé. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir inventé quelque chose, et pourtant, j'ai entrepris et mon entreprise, elle fonctionne. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de tester, toujours tester, être dans l'action. N'attendez pas que votre projet soit parfait sur le papier et dans votre réflexion. Le meilleur moyen de savoir si ça peut marcher, c'est de se lancer, c'est d'essayer. Et puis, en général, quand on essaye, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le voulait du premier coup. C'est pas grave. Vous avez déjà une base, vous venez d'apprendre un truc, et c'est ça qui va permettre le second test, puis le troisième. Et en fait, j'ai vraiment, moi, je croyais que quand on était entrepreneur, je voyais les histoires des entrepreneurs qui ont réussi. Je me disais, oh, mais ils sont tellement brillants, ça a eu l'air d'être facile. Mais que nenni. Ne croyez pas aucunement à aucune de ces histoires, ça n'est pas vrai. En fait, les gens qui réussissent, pourquoi ils réussissent? Il y a beaucoup de chance, déjà, mettons-le, donc ça, c'est une base. Mais aussi, ils n'ont pas abandonné. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est décidé, un moment que j'y vais jusqu'à ce que ça marche, évidemment dans les limites de ce qui est possible pour moi, pour ma vie. Et je sais que sur le chemin, je vais me planter plein de fois. Mais c'est OK, parce qu'à chaque fois, je vais apprendre. Et je sais que
comme ça paraît un peu, on va dire, très immatériel. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Donc, vous le disiez tout à l'heure, j'ai un podcast. Il s'appelle Femmes ambitieuses. Donc, c'est un podcast sur le coaching, les femmes et l'ambition. Et en bonne élève perfectionniste, j'avais envie de créer un podcast parfait. Donc pendant plusieurs mois, j'y travaille, j'enregistre les premiers épisodes, toute fière de moi. Je lance ça sur les plateformes et je me dis enfin, ça y est. Et là, je me rends compte que quand le podcast sort, personne ne l'écoute. Et là, j'ai compris. Ah mais en fait, il suffit pas de créer un podcast pour que le podcast fonctionne, il suffit pas qu'il soit intéressant. Il faut aller chercher des gens qui l'écoutent. Alors, je n'avais aucune idée de comment faire, donc j'ai appris sur le tas à communiquer dessus, à parler à d'autres podcasteurs. Et en fait, 5 ans et demi après, puisqu'il existe depuis 5 ans et demi, eh bien, voilà, il a une très bonne audience qui m'apporte aujourd'hui des clients. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas un miracle qui s'est produit. Et je crois que c'est à l'image de l'entrepreneuriat. N'attendez pas le miracle. Chaque jour, chaque effort, chaque petit pas va vous aider à construire la réussite de demain. C'est vrai qu'on a tous en tête les exemples de ces entrepreneurs qui réussissent immédiatement, mais c'est pas ça la vraie vie de l'entrepreneuriat. Alors on a parlé des clés de réussite. À l'inverse, j'ai envie de dire, c'est quoi les points de vigilance et les choses sur que peut-être, vous avez donné un exemple que vous ne referiez pas pareil, mais c'est quoi les erreurs à éviter ou les points sur lesquels être très attentif? Alors, encore une fois, je vous donne un angle état d'esprit, on va dire, puisque c'est mon métier. Mais le premier conseil que je peux donner en point de vigilance, quand on entreprend, et surtout si c'est la première fois, on va avoir envie de, naturellement, parce que notre cerveau nous amène à ça, hein, donc c'est normal, ne vous flagellez pas, mais vous allez vous comparer aux autres. Et ce cercle de la comparaison-dépréciation est très néfaste, parce que si vous vous comparez, par exemple, aux entrepreneurs à succès sur le même marché que vous allez toujours vous trouver nul. Et ça va vous déprimer. Donc mon conseil, apprenez des autres pour vous inspirer, mais ne regardez pas trop dans le détail ce qu'ils font. Déjà parce que quand on regarde les autres dans le détail, on se dit « Ah tiens, il y a une formule magique, peut-être que si je copie et que je fais la même chose, ça va marcher. » Et moi, je me suis rendu compte, parce que évidemment j'ai essayé de faire ça, que ça ne marchait pas comme ça. Donc j'ai fait une école, par exemple, de coaching qui nous enseignait le business. C'était très utile. J'ai appliqué tous les conseils. Et en fait, ces conseils m'ont été utiles au début, jusqu'à un certain point où en fait, ils m'ont enfermée dans un système qui ne me ressemblait pas, qui ne me plaisait pas particulièrement, et surtout qui me mettait des limites dans la croissance de mon entreprise. Et le jour où j'ai compris que j'avais plus besoin d'être une élève, mais que je pouvais inventer, parce que c'est probablement la plus belle chose quand on entreprend, c'est qu'on peut inventer ce qu'on a envie de faire, eh bien, je me suis autorisée des choses auxquelles que je ne m'autorisais pas avant, des horaires de travail différents, une façon de travailler avec mes clients différents, sans copier une formule qu'on m'avait donnée. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, ça a marché bien davantage. Donc, ne vous comparez pas. Deuxième conseil, n'attendez pas que les solutions viennent des autres. Puisqu'il n'y a pas de formule magique, personne ne sait mieux que vous. Alors évidemment, vous allez chercher de l'expertise là où vous pouvez en avoir besoin. C'est extrêmement important, savoir demander de l'aide, des conseils. Mais en même temps, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Non mais là, c'est là qu'il faut que j'aille » ou alors « Non, là, je sens que c'est pas ça ». Écoutez-vous parce qu'en fait, personne ne sait, en vrai, même les experts. Et enfin, un sujet fondamental, de mon point de vue, c'est l'argent. Parce que quand on entreprend, on a besoin de gagner sa vie. Donc, vous devez avoir un plan qui vous permet de gagner votre vie. Je m'explique. Je coach beaucoup de femmes leaders, dont certaines sont entrepreneurs. Je vois trop de femmes, et je pense que c'est possible aussi chez les hommes, hein, mais moi j'accompagne des femmes, donc c'est ce que je connais. Trop de femmes ne pas se payer, baisser les tarifs et finalement accepter que leur boîte tourne et qu'elles ne touchent pas grand-chose. Donc elles vivotent. Ça se planifie. On le décide en amont. Évidemment qu'au début, vous allez peut-être un peu galérer financièrement, mais votre ligne de mire doit être « Ok, de quoi j'ai besoin pour vivre au quotidien ?»
Et je m'assure que l'entreprise que je crée, elle m'offre au moins ça. Et je vous encourage à ce qu'elle vous offre bien plus que ça, évidemment. Mais c'est un prérequis et ce n'est pas évident pour tout le monde. Surtout que parfois, on peut avoir une relation à l'argent difficile et ça ne va pas aider. Donc moi, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je coach beaucoup les femmes, mais c'est pareil pour tous les entrepreneurs, hyper important. Et concrètement, comment on peut faire pour faire ce plan financier ? Alors, si vraiment l'argent est un sujet, faites-vous aider de quelqu'un qui peut vous aider à faire un plan financier. Voilà, déjà. Et le plan financier, il n'a pas besoin d'être incroyable. Parfois, on peut juste poser quelques chiffres sur une feuille. On n'a pas besoin d'être un expert en Excel. C'est juste du bon sens. Donc, si vous ne savez pas le faire seul, c'est pas grave. Entourez-vous de quelqu'un qui vous aide. Et pensez en amont que, en fonction du type d'entreprise que vous avez, pensez en amont que les charges que vous allez peut-être payer vont rétrécir d'autant votre salaire, etc. Enfin, planifiez ça en avance, parce que le but, c'est pas d'entreprendre pour la gloire. Vous avez besoin de vivre. Et ça, je crois que, je le répéterai jamais assez, ça doit faire partie du projet de départ. Sinon, ça n'est pas durable, en fait. Parce que vous allez donner énormément d'énergie à votre boîte, à vos équipes si ensuite vous vous entourez d'équipes, et qu'à la fin du mois, vous avez envie d'avoir une vie décente et de manger, de vous sentir à l'aise. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc ça, c'est essentiel. Alors désolé messieurs, mais je vais faire une question un peu genrée puisque notre invité accompagne essentiellement des femmes. Finalement, est-ce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin ? Et est-ce que vous avez du coup des conseils à donner ? D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans la salle et c'est super. Donc, est-ce que vous avez plutôt des conseils spécifiques pour ce public-là ? Alors, déjà, je veux dire en préambule que je ne sais pas précisément s'il y a de grosses différences entre les deux, puisqu'encore une fois, je n'ai pas accompagné d'hommes entrepreneurs, donc je ne peux pas savoir. Mais ce que disent les chiffres, c'est que, par exemple, pour les boîtes qui lèvent des fonds, les femmes lèvent beaucoup moins de fonds, et il y a beaucoup moins d'entreprises dirigées par des femmes qui lèvent des fonds. Donc ça, c'est juste un exemple, ça ne regroupe pas toutes les entreprises, loin de là, mais ça nous donne quand même une indication. Donc moi, le plus grand frein que je vois chez les femmes que j'accompagne, c'est le sentiment d'illégitimité. La difficulté à parler de ce qu'elles font, à vendre ce qu'elles font, parce que pour faire du business, il faut vendre. Et donc cette tendance à se faire trop petite, trop discrète, aussi à travailler plus que de raison pour que tout ait l'air parfait. Donc, mon conseil ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous pour y aller, parce que si on attendait tous d'avoir confiance, on n'irait pas. Moi, j'ai encore plein de moments de doute et de difficultés quand je parle de mon travail. En revanche, je vous conseille d'y aller, en fait. Et de savoir que ça va être inconfortable d'annoncer un tarif, inconfortable de parler de votre activité et peut-être de dire à quelqu'un, est-ce que tu as un contact pour moi ? Ou alors, est-ce que ce que je fais, ça t'intéresse ? Parce que moi, je vois que peut-être ça pourrait être utile pour telle et telle raison. Ou est-ce que tu veux acheter mon produit parce que vraiment, il est génial ? Plus vous parlez aux gens de ce que vous faites et de la valeur que vous pouvez apporter au monde, et plus vous donnez de chance à l'entreprise de marcher. Donc, il faut accepter que c'est inconfortable et accepter qu'il y a des gens qui vont vous dire non. Alors, j'ai une petite technique là-dessus. Donc, moi, dans mon métier, qui était un métier de service, il fallait que je trouve des clients. Très galère au début. Je faisais des appels à des gens qui voulaient bien, qui s'intéressaient au coaching. Et je leur faisais un appel de vente, on va dire. Donc, je passais à chaque fois une demi-heure par personne. J'ai fait 100 appels avec des gens qui étaient intéressés. Ce n'étaient pas des prospects froids. 100 appels. Et je me suis pris 100 non. Je n'ai rien vendu les 100 premiers appels. Au début, j'étais catastrophée. Je me trouvais vraiment nulle. Et puis, une coach m'a dit, mais Jenny, à chaque fois que tu reçois un non, tu progresses. Parce que tu progresses dans ton discours, dans ta manière de vendre. Tu comprends pourquoi les gens ont des freins, quelles sont leurs objections, comment tu peux les adresser. Et donc, j'ai décidé de célébrer chaque non que je recevais, parce que ça voulait dire que j'avais fait un effort de plus. Et puis j'ai commencé à avoir des oui, et puis après je me suis dit, je suis capable d'en avoir un, donc je suis capable d'en avoir beaucoup plus, et puis après là ça s'est accéléré. Donc il faut aussi comprendre que
Parfois, ça peut mettre du temps à démarrer, mais il faut continuer, il faut persévérer. Et vous allez voir, ça va marcher. Un autre conseil que je veux donner aux femmes, c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. N'essayez pas de plaire à tout le monde, n'essayez pas de contenter tout le monde. Et ça vaut pour les hommes aussi, mais si vous déplaisez à certains, ça veut probablement dire que vous allez plaire à d'autres. Pareil pour un produit. Si votre produit déplaît à certaines personnes, il est probable qu'il plaise à d'autres. Donc, ça n'est pas nécessairement signe que ça ne va pas. Et enfin, osez. Osez vous appuyer sur votre réseau. Osez aller demander de l'aide à des gens qui connaissent d'autres personnes. Osez aller chercher les opportunités. Osez envoyer des mails ou faire des appels et que les gens vous disent « non, mais j'ai pas le temps » ou qu'ils vous répondent même pas. C'est pas grave, parce que vous ne savez pas que là, peut-être aujourd'hui, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire du business dans 2 ans. Vous ne le savez pas. J'ai organisé un séminaire il y a 6 mois avec mes clientes justement sur la question du réseau. Et une personne qui était interviewée a expliqué qu'elle était dans ce genre de situation, à discuter de ce qu'elle faisait, à prendre des contacts, à garder des cartes, à envoyer des vœux chaque année. Et en fait, 5 ans après, elle s'est rendue compte qu'une personne qu'elle avait rencontrée comme ça devenait un de ses plus gros clients. Donc, c'est peut-être maintenant que ça se joue pour dans 5 ans. Donc voilà, capitalisez sur tous les moments où vous rencontrez des personnes intéressantes. Et puis, au pire, ça devient juste une conversation intéressante qui ne donne rien. Et c'est pas grave, parce que vous avez passé un bon moment. C'est bien. On va vous embaucher pour faire la promo de l'événement la prochaine fois. Juste une dernière question qui, cette fois-ci, va concerner tout le public, puisque la question se pose pour tout un chacun. Comment, vous avez un peu répondu déjà, mais comment, en tant qu'entrepreneur, j'équilibre ma vie pro et ma vie perso? Parce qu'on sait qu'être entrepreneur, ça bouffe, excusez-moi l'expression, mais ça bouffe ça de la vie perso aussi parfois. Comment je fais pour concilier les deux et pour conserver l'équilibre? Alors déjà, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Autrement dit, comme un marathon, bon, moi je ne suis pas marathonienne, hein, loin de là, mais j'ai l'impression de comprendre qu'il faut pouvoir tenir sur la durée. Donc cela veut dire qu'il ne faut pas se cramer dès les premières semaines et les premiers mois, voire les premières années. Donc comment on fait ça? En se rappelant que de toute façon, vous n'aurez jamais fini ce que vous devez faire, puisque chaque jour ça va se répéter. Et donc vous devez décider d'un cadre. Un cadre qui vous correspond. Et ça, vous êtes maître et maîtresse de votre cadre. C'est différent pour chacun. Donc, posez-vous la question. Quand est-ce que je commence à travailler? Quand est-ce que je m'arrête? Qu'est-ce qui est ma priorité? Qu'est-ce que je veux préserver à tout prix? Par exemple, pour moi, c'était d'avoir un peu de temps pour mes enfants. Donc, j'avais décidé au début, c'était un soir par semaine, j'allais les chercher à l'école. Le reste du temps, je ne pouvais pas. Et puis, c'est devenu, 5 ans après, un jour par semaine où je ne travaille pas, donc je ne travaille que 4 jours. Mais ce que j'observe dans les entrepreneurs que j'accompagne, et les entrepreneurs en général, car j'ai des amis entrepreneurs, c'est qu'il y a une tendance à surinvestir le champ du travail, et parfois pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je vois des entrepreneurs faire ça, travailler jour et nuit, alors qu'ils ont des boîtes qui tournent extrêmement bien, qu'ils pourraient embaucher, créer de l'emploi, qu'ils pourraient déléguer davantage, mais parce qu'on a toujours peur, et c'est bien normal, que tout s'effondre si on lâche un petit bout, que du coup, on continue, et moi je vois les gens devenir gris de fatigue. Donc je vous conseille, dès que vous pouvez, si votre projet est un projet qui le permet, d'apprendre à déléguer tout de suite. Même si vous ne déléguez qu'à une personne, même si c'est juste une personne en freelance quelques heures par semaine, apprenez à ne pas accorder trop de valeur au fait que c'est vous qui faites les choses. Parce que plus tard, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça vous permettra d'avoir une vie tout à fait normale en ayant une entreprise. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Enfin, vous allez avoir envie de vivre et de profiter. On n'entreprend pas juste pour la gloire, encore une fois. Donc, dernier point, prioriser. Qu'est-ce qui est important pour vous, personnellement et professionnellement? Et dans le cadre de l'entreprise, prioriser ce qui crée de la valeur.
qu'est-ce qui crée vraiment de la valeur pour ma boîte? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consacrer 5 heures à ce truc-là? Ou est-ce que si j'en consacre 2 heures, j'ai déjà fait un truc à 70% parfait? Et en fait, ça va suffire que ce soit pas parfait à 100%, mais juste 70%. Je vais quand même pouvoir le vendre, je vais quand même pouvoir en parler, je vais quand même pouvoir réussir et en même temps vivre de l'autre côté. Donc ne soyez pas perfectionniste. Fait est mieux que parfait. Très joli mot de la fin. Merci Jenny pour vos bons conseils. Est-ce qu'on a gardé un tout petit peu de temps si vous avez des questions? Vous soulignez un point qui est important, c'est d'estimer en tout cas la valeur de son travail. Et vous le disiez à juste titre, c'est pas toujours facile de le faire et que les personnes n'ont pas de réponse. Donc si vous vous trouvez dans ce cas, mon conseil, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est de quoi j'ai besoin pour vivre, hein, qui est en fait basique mais quand même essentiel. La deuxième, c'est sur le marché. Quel est le prix estimé? Alors, selon les marchés, par exemple, le marché de coaching, on trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un gap de tarifs qui est tellement large que là, il faut faire un choix, en fait. Quel type de client on va adresser, quel type de budget ils ont et quel type de service on veut fournir dans le cadre du service. Et donc, renseignez-vous aussi. Un autre conseil, parlez aux entrepreneurs autour de vous et demandez-leur. Voilà, combien tu te payes, combien tu factures, comment tu fais. Soyez curieux en partageant ça ensemble. Ça va vous aider, vous, à vous positionner. C'est une bonne question. Et le premier conseil de coaching que je donnerais, c'est OK, quels sont les faits? C'est-à-dire, j'ai perdu du temps, qu'est-ce que j'ai perdu comme argent? Et quelle est l'histoire que je me raconte? En général, quand on vit un échec, l'histoire spontanée humaine qu'on va se raconter, c'est que c'était terrible. Et c'est peut-être le cas, hein, c'est pas la question. Mais sauf que si on vit pendant des années après avec cette histoire, on ne cède pas. Donc, la question que j'aime poser aux gens qui traversent un échec, c'est OK, ça a été hyper dur d'avoir de la compassion pour soi, et en même temps reconnaître que waouh, j'ai tenté un truc. C'est quand même, j'ai eu l'audace de le faire. Et après, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je garde avec moi? Même si c'était pas ce que j'aurais choisi d'échouer, en fait, qu'est-ce que je peux en tirer qui va me servir pour la suite? Comment je peux en faire une force? Et après, ne pas trop attendre avant de se relancer en selle, si on peut. Et s'entourer de gens qui vont vous encourager, qui vont vraiment voir en vous votre potentiel, vous soutenir. Parce que dans ces cas-là, dans l'échec, quand on est seul, on a tendance un peu à s'auto-flageller, ce qui est c'est assez naturel. Et donc, on a besoin aussi de ce soutien de « OK, on y va ». Et en fait, c'est humain. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont perdu du temps et de l'argent. Alors, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans et j'avais la chance, il faut le dire, de toucher le chômage parce que j'avais quitté un poste salarié. Et donc, en fait, ça m'a permis, pendant 2 ans, de vivre sur le chômage pour pouvoir monter ma boîte et faire en sorte que je puisse me rémunérer au bout des 2 ans. Alors, je crois que les entrepreneurs parlent un petit peu plus facilement d'argent. Mais je pense aussi qu'en France, on a un peu la culture de l'argent est un tabou qui doit être nécessairement brisé. Je constate que les hommes parlent beaucoup plus d'argent entre eux que les femmes. Et donc, j'encourage énormément les hommes et les femmes à parler d'argent entre eux et parler avec des hommes, demandez-leur combien ils gagnent, combien ils se payent, parce qu'en fait, vous allez être inspirés. C'est hyper important. Donc, oui, il y a un tabou. Et en même temps, si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver. Donc, quelque part, moi, je crois que si on ose, eh bien, on fait partie des personnes qui brisent ce tabou. Parce qu'en fait, l'argent, on en a tous besoin pour vivre. Donc, à un moment, c'est quand même complexe si c'est un si gros tabou. C'est une très bonne question. Alors, il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on ne contrôle pas,
c'est le problème systémique. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, on ne peut pas changer tout de suite le regard des gens sur, par exemple, l'ambition féminine. En revanche, ce que j'observe aussi, c'est que ce que tout le monde pense de l'ambition féminine, qui parfois freine les femmes, à ça s'associe des freins intériorisés. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir contrôler, c'est ce que vous pensez de votre propre ambition, ce que vous pensez des femmes qui réussissent, ce que vous pensez, par exemple, des femmes qui osent parler d'argent. Et donc là, c'est vraiment aller travailler ce dont on parlait tout à l'heure, l'audace. Et je trouve qu'il y a un truc qui marche bien, parce qu'on a de plus en plus de rôle modèles, c'est ça aussi qui est top, c'est d'observer et de s'entourer de personnes qui pensent comme nous à ce sujet, parce que ça normalise notre ambition, et donc ça devient quelque chose qu'on interroge moins. Donc on se sent moins mal à l'aise dans un environnement où peut-être les gens peuvent être jugeants sur cette question. Et je pense vraiment aussi, dans un message ultra positif, que c'est en train de changer. Moi, j'ai appelé mon podcast « Femme ambitieuse » il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, ça choquait beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand je dis le nom de mon podcast, ça ne choque personne. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc qui a changé. J'ai pas d'outils à proprement parler. Je pense que dans ce cas-là, ce qui est hyper important, c'est de prévoir. C'est-à-dire d'avoir un plan A, qui va être le plan qu'on va suivre, et puis d'avoir un plan B en cas de problème. Parce qu'il faut être très honnête, bah oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi parfois se planter, perdre de l'argent, être en difficulté. Et donc ça, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, s'entourer pour observer les chiffres sous différents angles et se dire, OK, où est-ce que je peux trouver des subventions ? Qu'est-ce que je dois garder, par exemple, comme trésorerie dans ma boîte ? C'est quoi mon filet de sécurité ? Si j'en ai pas encore, comment je me construis un filet de sécurité pour que si jamais il y a un pépin, j'ai une solution. Donc, ici, mon conseil, c'est vraiment être prévoyant. Soyez prévoyante, et si vous ne savez pas exactement techniquement comment être prévoyante, entourez-vous de personnes qui sont déjà passées par là et qui peuvent vous dire, OK, si tu entreprends, il y a ça, ça et ça auquel il faut que tu fasses gaffe. Et puis ensuite, appliquer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jenny, pour ces bons conseils. Merci à vous. C'était super. Merci à tous et à tout à l'heure.